n'y a pas de hasard et il n'y a que des rendez-vous qu'on ne sait pas lire. Jérôme Touzalin. Analyse, je pense que ça sera peut-être la dernière vidéo sur cette affaire, mais je vous le redis encore, chaque fois que je trouverai des anomalies autour de cette affaire, je viendrai les dénoncer. Chaque fois que je trouverai des anomalies autour de cette affaire, je viendrai les dénoncer. Depuis une semaine, j'ai vu sur internet qu'il y avait énormément de commentaires sur cette affaire. Alors il faut le dire, 80% je pense de toutes les vidéos qui sortent sur internet sont pro-Marvel, et puis il y a une petite partie qui est pro-partie civile. Moi j'ai regardé tout ça et puis j'ai trouvé qu'il y avait plein de commentaires intéressants des deux parties, mais j'ai vu que dans les commentaires parfois il y a des choses, des erreurs juridiques qui sont commises parce qu'effectivement les commentateurs ne sont pas juristes de formation. J'ai également regardé des vidéos qui ont été faites par des juristes, je vous les mets en barre d'informations. Il y a d'abord la vidéo des avocats de chaque partie que j'ai regardée évidemment, l'avocat de Marvel Fitness et l'avocate des parties civiles qui était elle-même partie civile, on y reviendra. Et puis j'ai aussi regardé la vidéo de Marcus Dia qui interviewe une juriste, et puis il y a Marvel, celui qui dénonce l'industrie du fitness en France et les ravages du dopage chez les jeunes. Quel est le Marvel qu'on a condamné dans cette affaire? C'est le premier Marvel, celui qui fait du cyberharcèlement. Mais quel est le Marvel qu'on a fait taire? C'est les trois Marvel. Celui qui fait du cyberharcèlement, celui qui fait des blagues borderline, et celui qui dénonce l'industrie du fitness et les ravages du dopage. C'est ces trois Marvel qu'on a fait taire. Et celui qui dénonce l'industrie du fitness et les ravages du dopage. C'est ces trois Marvel qu'on a fait taire. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse, et aujourd'hui on va reparler de l'affaire Marvel Fitness. Vous savez que cette affaire me tient à cœur, j'ai fait 3 ou 4 vidéos concernant cette affaire, et dans ma dernière vidéo qui était censée clôturer le chapitre, j'avais expliqué que je n'hésiterais pas à revenir si je découvrais de nouveaux éléments. Et qu'est-ce qui m'a poussé aujourd'hui à continuer à chercher, à creuser et découvrir ces nouveaux éléments que je vais vous apporter dans cette vidéo? C'est tout simplement la vidéo d'une avocate qui s'appelle Héloïse de Castelnau. Elle donne son avis et également des interrogations dans cette vidéo. Et il y a plusieurs interrogations qui attirent mon attention, dont celle que je vous ai mis en introduction où elle dit « On a fait condamner Marvel qui... soi-disant faisait des cyberharcèlements, on a condamné Marvel qui faisait soi-disant de l'humour satire et le Marvel qui dénonçait l'industrie du dopage. Et il y a également une autre interrogation et on va l'analyser tout à l'heure. Mais pour faire court, je vais vous faire un court résumé de ce qui s'est passé depuis, parce qu'aujourd'hui Marvel Fitness n'est plus défendu par le même avocat, donc on attaque ça tout de suite. Donc comme je vous l'expliquais, Marvel a changé d'avocat. Donc c'est Juan Branco qui s'occupe du dossier de Marvel maintenant et qui assure sa défense. Et donc, il va tout de suite expliquer qu'il va plaider son innocence et la responsabilité lourde et fautive des parties civiles qui, manipulant, mentant, se sont ligués pour tenter de dévaster un homme qui, disant la vérité, menaçait leurs intérêts. Donc là, retenez bien l'histoire de menacer leurs intérêts. Un homme est aujourd'hui injustement en prison, nous le libérons. Et très important, parmi la stratégie de défense de Juan Branco, il demande le déport du bâtonnier soupçonné de conflit d'intérêts. Donc il s'agit de Olivier Cousy et de Laure Alice Bouvier de la défense des parties civiles. Donc là, concrètement, pour ceux qui ont oublié l'affaire, lors du procès, Olivier Cousy, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, a donné la permission à Laure Alice Bouvier de pouvoir défendre la partie civile, tout en étant elle-même soi-disant victime, qui a également porté plainte contre Marvel Fitness. Elle pouvait être défendue par un autre avocat. Donc, on pouvait observer la scène lors du procès. Elle retirait sa robe lorsqu'elle devait se faire défendre par son avocat. Elle remettait sa robe et défendait ses clients. Et donc, Juan Branco considère qu'il y a un conflit d'intérêts. Et d'ailleurs, on peut voir que Olivier Cousy, qui est le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, connaît également très bien Christian Charrière-Bournazel. On peut voir les deux hommes en photo. Et donc, concrètement, il considère qu'il y a un conflit d'intérêts. Nous allons voir tout au long de cette vidéo s'il y a réellement un conflit d'intérêts, voire plusieurs conflits d'intérêts. D'ailleurs, ça sera à vous de donner vos avis à travers les commentaires. D'ailleurs, je vais vous demander de liker cette vidéo. Et au moment où je fais cette vidéo, je pense que je ne vais pas activer le compteur de like. C'est-à-dire que vous pourrez liker cette vidéo,
mais vous ne verrez pas le nombre de likes. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai, c'est une stratégie pour combattre certaines personnes mal intentionnées. Vous comprendrez par la suite, mais n'hésitez pas à liker. Les likes sont validés. Je vous donnerai le nombre de likes par la suite s'il le faut. Mais là, je désactive le compteur, mais sachez que les likes sont actifs. Donc on reprend le sujet. Et donc, on peut observer que ce que reproche Juan Branco, c'est qu'il y aurait un conflit d'intérêts. Et souvenez-vous, Olivier Cousy lui-même avait demandé à Juan Branco de se retirer d'un dossier. Et souvenez-vous, il avait expliqué qu'il considérait que Juan Branco n'avait pas assez de distanciation pour pouvoir défendre son client. Écoutez. Je suis bâtonnier de Paris. Le bâtonnier de Paris, il est en charge de contrôler les règles qui s'appliquent à tous les avocats. La question était de savoir si, dans la poursuite du dossier, mon confrère Juan Branco était soumis à un conflit d'intérêts. Nous avons fait une enquête, cette enquête a été rendue et j'ai rendu un avis ce matin qui constate d'une part qu'il n'y a pas en l'état du dossier de conflit d'intérêts, mais en revanche, il y a un certain nombre de déclarations, de comportements dans la presse et dans les médias de mon confrère Branco qui le mettent dans une situation qui risque d'altérer l'indépendance qui doit être entre son client et lui-même, qui doit être la règle pour les avocats. Je lui ai demandé de se retirer du dossier et il l'a accepté. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? C'est plutôt ses déclarations politiques? C'est-à-dire qu'un avocat ne peut pas à la fois être militant sur une cause et appuyer les actions ou laisser entendre qu'il peut appuyer les actions de son client parce que ça ne lui donne pas la distance nécessaire pour pouvoir le défendre. Très intéressant pour la suite de cette analyse. D'ailleurs, petite précision, quand je vous ai montré tout à l'heure Christian Charrière-Bournazel, qui était l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris et qui était également l'avocat de Laure Alice Bouvier lors du procès contre Marvel Fitness, en compagnie d'Olivier Cousy, qui est justement le bâtonnier actuel de l'Ordre des avocats de Paris. Ça ne veut pas dire qu'ils sont proches, c'est juste pour vous montrer que tout le monde se connaît dans ce milieu. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans cette affaire ? On va avoir justement des poursuites disciplinaires qui vont être lancées à l'encontre de Juan Branco. Donc, malheureusement, par rapport à l'agenda, c'est très compliqué puisqu'il est en train de défendre Marvel Fitness. Bien entendu, je ne dis pas que ces poursuites disciplinaires sont liées au fait que Juan Branco a repris le dossier de Marvel Fitness. C'est juste pour vous montrer que ça peut compliquer les choses puisque si jamais il est sanctionné, on peut du jour au lendemain l'empêcher de continuer à exercer. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur un fait très important, puisque justement, on ne l'avait pas remarqué, mais lors du procès de Marvel Fitness, il y avait une association qui était dehors, qui justement s'exprimait et qui parlait avec les médias sur place. Donc dehors, vous aviez ce collectif féministe, on se demande déjà qui les a appelés pour venir, il faudrait déjà se poser la question, et qui soi-disant est venu apporter son soutien. Donc ils se sont mobilisés devant le tribunal de Versailles, et soi-disant ils sont venus pour déboulonner la stratégie d'oppression sexiste de l'agresseur. Donc là on est encore toujours dans le registre comme quoi Marvel aurait fait de l'oppression sexiste, liée certainement à cette histoire de fausse dick pic de Aline Dessine qui avait fait un montage photo et également un montage vidéo. Pourtant, nous avons pu le voir à travers les vidéos que j'ai faites, qu'elle a expliqué lors de la garde à vue de Marvel Fitness que c'était des faux montage, que tout était faux, également la vidéo, elle l'a également reconnu lors du procès. Mais médiatiquement, on entretient toujours cette histoire d'oppression sexiste. C'est-à-dire que concrètement, on a toujours besoin de mettre sur le dos de Marvel ces histoires de dick pic, qu'il harcèlerait des femmes. Vous vous souvenez, je vous ai montré tout ça à travers les vidéos. Et d'ailleurs, même TPMP, je vais vous mettre le passage, continue à entretenir ces fausses accusations. Et je vous l'avais déjà expliqué, Marvel Fitness a eu énormément de problèmes par rapport à ces fausses accusations de Aline Dessine sur le plan professionnel et sur le plan personnel. On va écouter le passage de TPMP et vous allez voir à quel point on a cherché à diaboliser encore une fois de plus ce pauvre Marvel qui est incarcéré et qui ne peut pas se défendre. Une affaire qui implique le youtubeur Marvel Fitness, de son vrai prénom Abanous. Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Qui est accusé d'avoir cyberharcelé plusieurs influenceurs. Marvel Fitness aurait poussé à plusieurs reprises sa communauté de fans à s'en prendre publiquement à des personnalités en ligne en les harcelant. Sissi Mua, Juju Fitcat, Marine Leleu, mais aussi Aline Dessine. Au total, 9 plaintes ont été déposées contre lui pour harcèlement virulent. Il aurait également envoyé des messages et contenus sexuels à l'une des plaignantes. Quand même incroyable de diffamer quelqu'un de la sorte, de salir son honneur, puisque vous faites également du tort à la famille du concerné.
Et heureusement quand même que Juan Branco assure la défense de Marvel et qu'il a décidé de porter plainte pour diffamation contre TPMP. Et je peux vous assurer qu'il y a également des vidéos de youtubeurs qui diffament Marvel. Je vous mets encore un autre petit passage qui m'a choqué. C'est également ce passage qui est passé sur Arte. Écoutez ce que le journaliste il est en train de dire. Un homme de corps sain, mais d'esprit malveillant, que des juges envoient en prison parce qu'il a dévasté l'existence d'innocents que seul son caprice désignait. Qu'importe son nom, il était connu sur internet sous le pseudonyme de Marvel Fitness. Je suppose que vous avez tous observé que dès que Marvel a été incarcéré, même pas 24 heures après, des vidéos sont sorties sur les réseaux sociaux qui sont à charge contre lui. Laura-Lise Bouvier passe sur tous les plateaux, sur plusieurs plateaux de télé pour faire des interviews, fait des interviews également sur YouTube. Bien entendu, c'est toujours à charge contre Marvel. On oublie de dire que lui-même a été victime de raids numériques par rapport à des abonnés, des protagonistes qui ont porté plainte contre lui, qui venaient l'insulter sur les réseaux sociaux, l'accusant d'être un pervers, d'être un homme qui harcèle les femmes sexuellement. On avait également des insultes racistes. On avait également l'histoire de la fausse dick pic qui lui a porté préjudice. Mais bien entendu, c'est lui le démon, c'est lui le mal absolu. D'ailleurs, je tiens maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Parce que justement, je vais vous montrer ce que j'ai découvert dernièrement en faisant des recherches. Donc c'est pour ça que je vous disais de porter attention à ce que je vous disais tout à l'heure dans un message de Juan Branco quand il disait « Un homme qui, disant la vérité, menaçait leurs intérêts ». Et j'aimerais également qu'on écoute le passage de Héloïse, qui justement l'avocate qui a fait une vidéo sur Marvel. Et écoutez ce qu'elle est en train de dire, c'est très intéressant. Donc les nullités sont rejetées, on passe à la suite du procès. Les parties civiles se sont exprimées, elles ont parlé, leur avocate a plaidé pour elles, le dossier comportait 8000 pièces, et là, je dois le dire, c'est la troisième question que je me suis posée par rapport à ce dossier. On a compris que la plupart de ces pièces seraient des constats d'huissier. Dans son interview, Laura-Lise Bouvier dit qu'il y avait 800 pièces la concernant, donc 400 constats d'huissier. Le constat d'huissier, je vous ai dit plutôt ce que c'était. C'est le huissier qui va vraiment sur internet et qui va expliquer tout ce qu'il fait. L'huissier, il est assermenté, donc il va vraiment imprimer tout ce qu'il a fait, il va mettre son tampon d'huissier, comme ça c'est une preuve qui est solide. Et dont on sait qu'elle n'est pas fausse ou faussée, comme la dick pic, hein, on sait que voilà, c'est vrai. Mais ce constat d'huissier, ça a quand même un coût. Moi, j'avais déjà fait faire des constats d'huissier sur internet. À l'époque, il y a environ 6-7 ans, on me les facturait entre 150 et 200 euros. Là, je ne sais pas combien il y a eu de constats d'huissier dans cette affaire. J'imagine qu'il y en a eu quand même eu beaucoup. Sur 8000 pièces, on peut se dire qu'il y en avait au moins 1000 ou 2000 ou 3000 qui étaient des constats d'huissier. J'imagine aussi que l'huissier en question, ou les huissiers qui ont procédé à ces constats d'huissier, ils ont sans doute fait un prix à l'avocate. Ils lui ont dit, voilà, bon, tu nous demandes 1000 constats d'huissier, on va pas te les faire à 150, on va te les faire à 100, on va te les faire à 50. Mais là, moi, je me suis quand même posé la question, si le dossier comportait 8000 pièces, disons que 3000 de ces pièces étaient des constats d'huissier, quand bien même on lui fait une grosse réduction, on les fait pas à 150, on les fait pas à 100, on les fait à 50 euros, 3000 constats d'huissier à 50 euros, ça fait 150 000 euros. Donc ça, c'est une question que je me suis posée, c'est comment c'est financé le dossier des parties civiles. Donc ça, c'est une question que je me suis posée, c'est comment c'est financé le dossier des parties civiles. Vous avez entendu, elle est en train d'expliquer qu'elle ne comprend pas comment on a pu financer autant de constatations d'huissier. Et elle prend une base d'un chiffrage de 50 euros. Donc elle se dit, à la limite, l'huissier a dû faire ça, elle aura fait un arrangement au moins de 50 euros le constat. Donc ce qui nous amènerait à un dossier d'au moins 150 000 euros. Et donc il faut se poser des questions et se dire comment on peut en arriver là de financer. Admettons, si bien entendu ces infos sont à prendre avec des pincettes, ça ne veut pas dire qu'elle a raison, mais c'est quand même incroyable de se dire que des gens ont investi 150 000 euros dans des constatations d'huissier, si c'était vraiment le cas, pour pouvoir attaquer Marvel Fitness. Donc là, on se pose des questions. Est-ce que réellement cette histoire de raid numérique, de cyberharcèlement, c'était pas une excuse? Et est-ce que c'est pas plutôt parce qu'on tenait vraiment à faire taire Marvel, comme elle l'a dit tout à l'heure, le Marvel qui justement dénonçait l'industrie du dopage. D'ailleurs, là, je vous donne un exemple d'un constat d'huissier.
L'huissier a constaté juste 3 photos sur Instagram. Il a facturé au client 489 €. Alors imaginez-vous si ce qu'elle est en train d'expliquer, Héloïse, l'avocate, qu'on a peut-être justement constaté 3000 pièces sur 8000 pièces et que ça peut monter jusqu'à 150 000 € en les chiffrant simplement à 50 €. Et là, regardez ce que Laura-Lise Bouvier va dire dans une de ses stories Instagram. Regardez bien. Sa story, donc Laura-Lise Bouvier, qui est l'avocate, qui est impliquée dans l'affaire Marvel Fitness, on lui pose la question, bonjour, 8000 pièces constatées par huissier, ça a valu combien du coup? Donc là, elle répond, un certain prix malheureusement, plusieurs milliers d'euros, mais c'est utile dans les procédures. Donc là, il faut qu'on comprenne comment ça a pu être financé. Comment on a pu financer 150 000 € pour, admettons, je pars sur le chiffrage de Héloïse, l'avocate. Mais là, carrément, elle dit qu'il y avait 8000 pièces constatées par huissier. Donc elle répond à une question, on lui dit, et les 8000 pièces constatées par huissier, est-ce que ça vaut le coup? Elle dit, un certain prix malheureusement, plusieurs milliers d'euros. Donc elle confirme que ça a coûté énormément cher, mais d'où vient le financement? Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que concrètement, on se demande comment des gens peuvent dépenser autant pour pouvoir emmener quelqu'un au tribunal et présenter ses constats d'huissier. C'est que vous cherchiez réellement à ce que cet homme soit condamné. Si vous avez utilisé autant de moyens financiers pour pouvoir ramener ces constats d'huissier, c'est que vous cherchez réellement sa condamnation. Il faut savoir que malheureusement, Héloïse, l'avocate qui a fait cette vidéo très pertinente, a retiré sa vidéo par la suite, comme beaucoup de youtubeurs ont pu le faire également, qui avaient au départ pris parti pour Marvel Fitness et expliqué l'affaire Marvel Fitness et notamment tout ce qui a pu se passer entre les deux camps, ont été obligés subitement de faire disparaître leur vidéo. Et elle également va supprimer sa vidéo, va faire un communiqué sur les réseaux sociaux. En raison d'une procédure ordinale diligentée à mon encontre, j'ai décidé de retirer la vidéo, au moins provisoirement, dans l'attente de la décision qui sera prise. Maintenant, on va s'intéresser à la chaîne Marvel Fitness. La chaîne de Marvel Fitness, c'est 299 vidéos pour 162 000 abonnés. Et je sais pas, mais personnellement, je vais partir dans une thèse totalement farfelue. On va même dire que c'est une thèse complotiste. Donc tout ce que je vais dire par la suite n'est pas une vérité. C'est mon point de vue parce que je vais partir carrément dans un conflit d'intérêts qui est un conflit économique. Et vous allez me suivre. Et je le répète encore une fois de plus, ce que je vais expliquer n'est que le fruit de mon imagination. Même si je vais apporter des preuves. Et bien entendu, vous me donnerez votre avis à travers les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs. Et vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer. Du moins, ce que moi j'aurais pu comprendre autour de Marvel Fitness. C'est très important. Donc je le répète, c'est 299 vidéos pour 162 000 abonnés. Je me dis, Marvel il fait des vidéos sur YouTube, comme je vous explique tout à l'heure. Et la particularité de ce procès, c'est qu'on va lui interdire d'animer une chaîne YouTube. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur cette chaîne YouTube? On vient de voir qu'il y avait 300 vidéos. Et sur ces 300 vidéos, il y a une dizaine de vidéos où il répond à ses détracteurs. Qu'est-ce que Marvel Fitness faisait sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube? Il dénonçait les agissements de certains influenceurs qui vendaient des programmes de coaching, des suppléments alimentaires, en faisant croire à leurs abonnés qu'ils étaient musclés naturellement alors qu'ils pratiquaient le dopage, on est d'accord jusque-là, et donc forcément vendaient du rêve à leurs abonnés. Ils faisaient des chroniques sur des livres de personnes qui sont dans le milieu du fitness. Ils donnaient également des cours à des gens qui faisaient de la musculation, donc ils donnaient des conseils pour des exercices en musculation, et juste une dizaine de vidéos où il répondait à ses détracteurs. Parce qu'au final, ce qui est arrivé à Marvel, c'est tout simplement parce qu'il a fait des vidéos et qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas apprécié ses vidéos de critiques. Et donc, ils ont tenu à lui faire comprendre, à lui faire savoir qu'ils n'appréciaient pas ses vidéos. Et c'est à partir de là qu'on est rentré dans un clash. Donc, il y a une sorte de petite guéguerre entre les deux camps, jusque quelques mois après, donc on va dire sur 2 mois, de août à novembre, si je ne me trompe pas, il y a la petite guéguerre.
Et ensuite, il y a l'histoire de la dick pic, etc. Les histoires de chantage du côté de Aline Dessing qui essaie de négocier avec lui pour qu'il retire ses vidéos, qu'il ne parle plus d'eux, concrètement. Et il y aura également Tristan, qui est déjà un des premiers intervenants, puisque c'est le premier à vouloir porter plainte contre Marvel. Mais si on retient bien, la sanction, c'est interdiction d'animer une chaîne YouTube. Et pourtant, ce que Marvel fait sur les réseaux sociaux, sur la plateforme YouTube, c'est un travail pédagogique. Il est en train d'alerter les gens de ne pas tomber dans les manipulations. Et ça me fait penser à un film qui s'appelle Bigger, Stronger, Faster, qui est fait par Chris Bell et qui dénonce justement l'économie du fitness, c'est-à-dire avec des sportifs qui sont dopés, donc chargés aux stéroïdes, qui présentent de grosses musculatures, qui ne sont pas naturelles, qui sont, inatteignables sans l'aide de produits chimiques. Et à un moment, il pose une question à un bodybuilder, et il dit au bodybuilder, mais vous en avez pas marre, en gros, de vendre du rêve à des gens? Et le bodybuilder lui dit, non, c'est pas de ma faute si les gens sont cons. Et concrètement, le travail que Marvel Fitness a fait sur YouTube pendant ces dernières années, c'est de montrer toutes ces manipulations. Donc on peut se poser la question, est-ce que Marvel ne dérangeait pas ou portait préjudice à une économie? Donc là, il faut qu'on se rende compte que peut-être que c'est là qu'il faut chercher le problème. C'est peut-être là le problème. Ce n'est pas l'histoire du cyberharcèlement ou des raids numériques, comme ils ont soi-disant expliqué, parce qu'ils ont vu des raids numériques que d'un seul côté, et celui de Marvel, alors que des deux camps, il y avait des problèmes de raids numériques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le milieu du fitness, et notamment l'économie du fitness, est en forte croissance en France. Donc aujourd'hui, on sait par exemple qu'en 2019, le chiffre d'affaires au niveau du fitness représentait 2,5 milliards d'euros. Et 5 milliards 9 millions d'adhérents dans les salles de sport. Donc il faut tenir compte qu'il y a également le business de coaching, qu'il y a également le business de suppléments alimentaires, ce qui fait que c'est un business très juteux. Et le fait qu'aujourd'hui quelqu'un comme Marvel Fitness dénonce certains influenceurs qui vendent du rêve, bien entendu on ne sait pas si réellement ils étaient chargés, dopés, mais parmi les différentes vidéos que Marvel Fitness a fait, il a souvent dénoncé les agissements de certains sportifs en faisant comprendre à ces personnes qui regardaient ces vidéos qu'ils ne pourraient pas atteindre ces objectifs naturellement sans passer le cap des aides chimiques. Et forcément, il va se faire des ennemis. Et il s'en est fait énormément. Et d'ailleurs, si vous observez bien, vous allez voir qu'il y a très peu de youtubeurs qui font partie du fitness game qui soutiennent Marvel. On a même l'impression qu'ils restent silencieux tout simplement parce que ça leur fait plaisir aujourd'hui que Marvel ne puisse plus gérer sa chaîne YouTube. Et on va s'intéresser maintenant à un personnage très important. Et là, suivez bien tout ce que je vais vous expliquer. Donc là, on a affaire à un article de Forbes France qui parle d'un dénommé Armand Loadis de Montis, qui a fait 1 million de chiffre d'affaires à 18 ans sur les réseaux sociaux. Donc, on va écouter l'interview de Armand Loadis de Montis. Et écoutez bien de quoi il va parler. Il va parler de son agence, Beyond Media. Écoutez. Elle s'appelle Beyond, c'est une start-up 100% azuréenne. Ce soir, on en parle avec l'un des membres fondateurs, Loyodis de Montis, de son nom. Armand est avec nous ce soir. Alors Armand, on le disait, Beyond, c'est tout simplement une idée que vous avez eue pour mettre en relation des marques et des influenceurs. Rappelez-nous le concept. Tout simplement, il y a des personnes qui, comme toujours, sont influentes et maintenant, avec la puissance d'Internet, sont influentes à très grande échelle et influentes dans le sens où lorsqu'elles vont présenter un produit, une façon de faire, une coupe de cheveux, peu importe, les gens vont suivre en se faisant tout simplement influencer par ces modèles, entre guillemets. Et là, forcément, les marques, elles ont dit « Oula, il y a un business à faire ». Exactement, les marques, principalement les clients de la vie de tous les jours, donc des marques qui s'adressent à des clients en B2C, vont placer les clients en B2C, éclairez-nous. Ça va être business to consumer. En gros, c'est pas des entreprises qui travaillent avec des entreprises, mais des entreprises qui travaillent directement avec des consommateurs classiques. Donc ça va être tout le monde, tous ceux qui écoutent actuellement, éventuellement des personnes qui peuvent acheter des habits, des produits de beauté, télécharger des applications. C'est tout ce que vont vendre ces marques via les influenceurs. Loïc Loyodis a une agence d'influenceurs qui travaille avec des marques. Donc forcément, dites-vous bien que quand quelqu'un comme Marvel Fitness
et là je prends un exemple sur Marvel Fitness, porte préjudice à des influenceurs qui pourraient travailler chez vous. Admettons, je ne sais pas encore, nous allons découvrir ensemble en allant sur Beyond Media. Bien entendu, je sais ce qu'on va découvrir. Mais je vais vous dire une chose, admettons que vous avez des influenceurs qui vous permettent de gagner énormément d'argent. Attention, je n'accuse pas du tout cet homme qui est en train de faire l'interview, ni le gérant de cette agence, Beyond Media. Mais je veux juste vous faire comprendre que si derrière il y a un gros business et que la plupart de vos influenceurs, par exemple, on ne sait jamais, on va peut-être tomber sur le site et on va découvrir que sur ce site, il y a une grande partie des personnes qui travaillent pour cette agence qui ont porté plainte contre Marvel. Et là, on pourrait se dire finalement, c'est un mal pour un bien. Le fait que Marvel soit incarcéré et qu'il ne puisse plus ternir l'image de ces influenceurs et vice-versa, que ces influenceurs ne puissent plus avoir l'image ternie par Marvel Fitness et notamment ces vidéos de décryptage. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Beyond Media et on va voir si on trouve, par exemple, des influenceurs qui travaillent pour cette agence, qui font partie des personnes qui ont porté plainte contre Marvel Fitness. Nous sommes sur le site. Bon, déjà à première vue, je vois qu'une grande partie des personnes qui ont porté plainte contre Marvel Fitness travaillent pour cette agence. Allez, on va donner quelques noms rapidement, mais on va pas tous les citer. Je vous laisserai aller sur le site et vous découvrirez par vous-même. Nous avons Aline Dessine, qui a porté plainte contre Marvel, qui justement a expliqué qu'elle a vécu un terrible harcèlement de la part de Marvel. On a également Tristan qui a porté plainte également contre Marvel, qui lui-même, tout comme Aline, a fait une vidéo à charge contre Marvel pour expliquer les raisons de sa plainte et pourquoi aujourd'hui Marvel se retrouve derrière les barreaux. Ça serait pour une histoire de cyberharcèlement de raid numérique. Également les Twins Bifit, donc incroyable. Donc finalement, on se retrouve avec plusieurs personnes et il y en a d'autres. Je ne vais pas les citer, mais il y en a d'autres qui sont là et qui sont présents également dans la plainte contre Marvel Fitness. Donc c'est quand même incroyable de voir que la plupart des personnes, une grande partie des personnes qui ont porté plainte contre Marvel travaillent pour cette agence. Et donc forcément, Marvel faisait du tort à cette agence comme il faisait du tort à ses influenceurs au niveau de leur business. Après, je ne dis pas qu'ils ont porté plainte par rapport à ça. Je ne dis pas non plus que cette agence a peut-être participé ou financé les constats d'huissier, mais je suis en train de vous expliquer que finalement, c'est quand même assez bénéfique pour cette agence et ses influenceurs que Marvel ne puisse plus faire de vidéos sur YouTube. Bien entendu, je le répète encore une fois, je n'accuse personne. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller carrément sur le site Beyond qui est spécialisé, qui a une page spécialisée pour Tristan. Nous sommes sur Beyond Fitness et nous allons nous intéresser à cette page qui parle de Tristan. Et d'ailleurs, il faut savoir que Tristan est le premier à avoir porté plainte contre Marvel et par la suite, Aline Dessine a suivi. Donc, tout ce petit groupe travaille pour cette agence, donc qui présente ses talents et notamment ses influenceurs qui peuvent vendre des gammes de produits, certainement des coachings, des livres, etc. Donc là, on va continuer à parcourir la page de Tristan. On va s'intéresser à Will Johnson, qui est un physiologiste de l'exercice, conférencier et formateur. On va s'intéresser justement, puisqu'il a écrit un livre avec une personne qui est très intéressante. Je tiens à préciser que nous sommes toujours sur la page de Tristan. Et là, regardez bien. En 2018, donc ce Will Johnson, il a coécrit avec Christophe Bonnefond Les Secrets de la Sèche. Donc on va essayer de voir qui est Christophe Bonnefond tout à l'heure. Les Secrets de la Sèche. On peut également poursuivre et on voit que ce Will Johnson a également écrit un livre avec Tristan qui s'intitule Les mensonges du fitness. Donc c'est très intéressant. Mais revenons justement à Christophe Bonnefond qui a également écrit un livre avec ce Will Johnson. Tout ça est présenté sur la page de Tristan. Christophe Bonnefond, ça me dit quelque chose. Les Secrets de la Sèche, ça me dit également quelque chose. Il me semble que Marvel avait fait une chronique sur ce livre de Will Johnson et Christophe Bonnefond. On va essayer de retrouver la vidéo.
C'est bon, je l'ai retrouvée, je vous la mets. Vidéo. Aujourd'hui, on va faire une review. Ça faisait un moment qu'on n'a pas fait une review. Donc là, on va parler du livre Les secrets de la sèche de Will Jazen et Christophe Bonnefond. Dans cette vidéo, Marvel fait des critiques positives et des critiques négatives sur ce livre. D'ailleurs, j'ai vu que ce Christophe Bonnefond est régulièrement sous des vidéos qui parlent de l'affaire Marvel Fitness et il n'hésite pas à lâcher des commentaires et j'ai même vérifié et en cliquant sur la personne qui poste les commentaires, on tombe sur la chaîne YouTube Christophe Bonnefond. Donc là, on va regarder les différents commentaires qu'il a pu laisser sous différentes vidéos où on parle de l'affaire Marvel. Cette vidéo vient d'un podcast qui s'appelle Stratégie du premier avocat. Il écrit en dessous, il a tellement été brillant qu'il a pris 2 ans, dont 1 an ferme, et on voit des mains qui applaudissent. Ensuite, on a là, par exemple, il s'adresse à une Vanessa M. En effet, il a tellement été bon que même la famille de Marvel l'a sorti de l'affaire. Donc là, on retrouve le même Christophe Bonnefond qui met un commentaire sur la vidéo de Sally Crazy, qui avait fait une vidéo sur l'affaire Marvel Fitness. Il écrit « Hâte de voir la suite ». D'ailleurs, je pense que Sally Crazy a très bien fait de retirer cette vidéo de cette chaîne YouTube. Et donc, on peut se demander, mais qui est ce Christophe Bonnefond? Mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo que j'avais faite sur l'affaire Marvel Fitness. D'ailleurs, tenez, regardez cette photo. Christophe Bonnefond est en train de publier une photo de Laure-Alice Bouvier, donc l'avocate qui a attaqué en justice Marvel et qui s'est présente également comme victime de Marvel Fitness. Elle est en train de tenir le livre justement de Christophe Bonnefond. Et souvenez-vous, qui est Christophe Bonnefond? On va s'intéresser au conjoint de Laure-Alice, l'avocate. Laure-Alice est en couple avec Christophe Bonnefond. Pareil, toujours dans le milieu du fitness, c'est un monsieur qui fait du coaching, qui fait également, qui a créé sa propre gamme de produits. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que tout ce petit groupe, ils sont très liés, très soudés en fait. Et d'ailleurs, vous allez l'observer à travers cette photo. Regardez par rapport au tatouage, il est dans la salle du procès. Il est au procès de Marvel à côté de sa femme. Donc, Christophe Bonnefond est tout simplement le compagnon de Laure-Alice Bouvier. Et c'est marrant parce qu'on pouvait voir que Tristan cherchait une avocate pour le défendre. Et au final, cette avocate était juste à côté de lui. Je suppose, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont connus après, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que maintenant, toutes ces personnes sont connectées, travaillent tous ensemble, et donc, bien entendu, on pourrait se poser la question, est-ce que Christophe Bonnefond a apprécié la chronique de Marvel sur son livre? Est-ce qu'il a apprécié que Marvel critique son livre? Est-ce que ça a peut-être porté préjudice à ses ventes? Je ne sais pas. Mais on peut se poser la question, est-ce que ça peut pas justement provoquer un problème de distanciation, le fait que lui-même soit le compagnon de Laure-Alice Bouvier, que peut-être que Laure-Alice Bouvier peut être également influencée par le fait, je dis bien, par le fait que peut-être son mari n'a pas apprécié la critique sur son livre. Son compagnon, excusez-moi, parce qu'il me semble qu'ils ne sont pas mariés. On peut pas le savoir, mais ça reste des humains. Et d'ailleurs, il y avait aussi un autre fait que j'avais souligné, c'est justement l'histoire du conflit d'intérêts. Quand je vous avais expliqué que la journaliste expliquait que Monsieur Cousy avait justement permis à Laure-Alice de pouvoir justement défendre ses clients et également être défendu par Charrière-Bournazel pendant le procès de Marvel et qu'on supposait que c'était un conflit d'intérêts, mais lui il a décidé que ce n'était pas le cas. D'ailleurs, souvenez-vous de ce passage. Et c'est pas tout, vous allez voir ce que je vais découvrir encore. Ce passage, il est très intéressant. Donc, Ariane Griessel dit, sur l'un des points soulevés, Laure-Alice Bouvier étant à la fois avocate dans le dossier et elle-même partie civile, son confrère Christian Charrière-Bournazel, je vous le redis encore parce que c'est important, donc l'ancien bâtonnier en 2010, jusqu'en 2010, explique qu'il la représentera quand elle interviendra comme plaignante, après accord du bâtonnier. Donc, qui est ce bâtonnier? Qui est-il? Pourquoi elle aurait autant de facilité à pouvoir être défendue tout en étant également plaignante dans l'affaire? Ce qui est incroyable puisqu'elle, même de son côté, remet sa robe pour défendre également ses clients dans cette affaire. Donc son témoignage peut fortement influencer son affaire qui est en cours. Donc là, on a affaire à 2 affaires
dans la même affaire. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous expliquer, mais c'est totalement incroyable. Et pourquoi Marvel Fitness dit que c'est un conflit d'intérêt. Donc nous, on va essayer de savoir qui est ce bâtonnier qui a facilité cette décision pour justement Laure Alice Bouvier. Le bâtonnier qui est en fonction s'appelle Olivier Cousy, né le 2 juin 1959 à Paris, donc est un avocat français, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. Donc concrètement, il est en fonction depuis le 1er janvier 2020, et donc c'est lui qui a pu faciliter justement Laure Alice, puisqu'il lui a permis concrètement d'éviter ce soi-disant conflit d'intérêt. Il lui a permis concrètement, il a fermé les yeux sur ça, puisqu'il lui permet d'être plaignante et également avocate dans cette affaire, donc ce qui est incroyable. Et on va voir justement si ils ont des affinités. On va donc sur l'Instagram de Laura Alice, et là on tape Olivier Cousy, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle est abonnée à Olivier Cousy. On va également faire le test, on va essayer de voir si on trouve également la femme de Olivier Cousy, donc Anne Cousy, et là pareil, on fait le test, on tombe également sur Anne Cousy parmi les abonnés de Laura Alice. Donc fait du hasard, le couple est suivi par Laura Alice. Et on va faire un autre test, et celui-là c'est vraiment le dernier, on va voir si réellement il like des photos de Laura Alice, donc ce qui veut dire qu'il la suit et qu'il apprécie les photos qu'elle publie. Et là j'en fais plusieurs et je tombe sur celle-là, et bien évidemment je trouve quoi? Qu'il like une des photos de Laura Alice. Donc forcément ce sont certaines affinités qui peuvent permettre de faciliter, c'est une forme de privilège par rapport à l'affaire, et lui permettre d'éviter tout conflit d'intérêts. Dans ce passage, j'étais en train de vous expliquer que peut-être le fait qu'il y ait un rapprochement entre Laure Alice Bouvier et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, ça peut peut-être favoriser la prise de décision par rapport à cette forme de proximité. Et d'ailleurs, sachez que j'ai encore fait des recherches et je suis tombé sur une ancienne interview de Laure Alice Bouvier où elle dit qu'elle connaît Monsieur Cousy. Regardez, écoutez. De montrer son activité sur les réseaux sociaux. Pour autant, les mentalités aujourd'hui évoluent beaucoup, puisque je connais très bien le bâtonnier de Paris, Olivier Cousy, qui m'avait d'ailleurs interviewé dans le cadre de sa campagne de bâtonnat. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est vrai que je parle beaucoup, mais des fois j'essaie d'être le plus explicite possible. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien de la cagnotte de Marvel afin que vous puissiez le soutenir. N'hésitez pas également, si vous pouvez, à soutenir cette chaîne afin que je puisse continuer mon travail et parler de tous les sujets. Parce que malheureusement, il faut savoir que sur YouTube, on facilite la monétisation des vidéos quand on parle de divertissement. Donc des fois, c'est assez compliqué pour pouvoir monétiser. Il faut faire appel aux décisions, sinon ils refusent de monétiser vos vidéos. Et donc forcément, à travers un soutien, vous donnez de la force à cette chaîne YouTube Marcusia TV pour que je puisse continuer à développer cette chaîne. Voilà les amis. D'ailleurs, petite information, je pense que je vais bientôt partager la vidéo de la juriste qui avait fait une interview avec moi sur l'affaire Marvel. Et quand elle m'a recontacté, elle m'a expliqué qu'elle s'est intéressée à cette histoire de faux abonnements que Marvel avait dénoncé par rapport au compte de Laure Alice Bouvier. Et elle m'a montré un rapport qu'elle a pu faire par rapport à un site qui s'appelle Modash. Et ce site Modash a soi-disant apporté un rapport, un résultat qui expliquerait que soi-disant Laure Alice Bouvier achèterait des faux abonnés. Bien entendu, je lui ai expliqué que je ne pense pas qu'une avocate peut prendre ce genre de risque, parce que justement elle m'a dit que c'est très grave. Donc là, on a un résultat qui est de 73,8% de faux abonnés qui seraient situés au Brésil. Donc, comme je lui ai expliqué, peut-être qu'elle a une grande famille au Brésil et qu'ils la suivent. Ou bien, tout simplement, ce site est un site d'escroquerie et qu'elle-même, de son côté, devrait porter plainte contre ce site parce que ça peut lui porter préjudice. Il explique quand même qu'il y a 73% de faux abonnés et elle, de son côté, m'expliquait qu'une avocate ne peut pas prendre ce risque par rapport à la déontologie des avocats. Ça serait reconnu comme une publicité mensongère fallacieuse. Donc voilà les amis. Donc sur ce,
je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. On espère que le frère Marvel sorte très bientôt de prison, parce qu'il n'a rien à faire derrière les barreaux. Et si réellement, aujourd'hui, avec tout ce que Juan Branco a apporté à la justice, par rapport à tous les arguments, toutes les plaintes qu'il a pu poser, et on peut concrètement, pour 1 an de prison, aménager sa peine et faire en sorte qu'il soit libéré le plus vite possible. Donc là, concrètement, je vous le redis encore, je me répète, mais si réellement on libère pas Marvel, il faudra réellement se poser des questions sur ce dossier. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Grosse force à vous tous. Peace.